Vainqueurs et vaincus se trouvent face à face. Un premier ordre du français, un dernier ordre de l'allemand. 400 soldats de la Wehrmacht déposent les armes. Les rues sont aussitôt peuplées d'une foule joyeuse qui se hâte vers les libérateurs. Août 1944, Marseille est ivre de bonheur. Au Capitole, le cinéma de la Canebière, les actualités donnent enfin de bonnes nouvelles. Les frères Guérini, les caïds corses de Marseille, se frottent les mains. La guerre qui s'achève a été pour eux une excellente affaire. Les Guérini ont fait le bon choix, celui de la résistance. Désormais, ces truands vont pouvoir tirer profit de leur engagement patriote. De l'autre côté de l'Atlantique, la guerre est également terminée. Là-bas aussi, la pègre a choisi parfois le bon camp. En ce début d'année 46, par exemple, Lucky Luciano, le parrain de la mafia sicilo-américaine, est libéré de prison pour service rendu à l'effort de guerre américain. Luciano gagne sa liberté, mais il est expulsé en Italie. Le 9 février, il embarque sur le Laura Keane et regarde s'éloigner les docks de New York, dont il fut le roi. Le parrain est serein, il sait qu'il va pouvoir encaisser les dividendes des coups de main rendus aux vainqueurs du conflit. Comme les Guérini, les Corses de Marseille. Ceux-là sont faits pour s'entendre, ils ne se connaissent pas encore, mais ils vont très vite se trouver pour se payer sur la bête et mettre en place un gigantesque trafic international de drogue qui deviendra la French Connection. Voilà leur histoire. Au début du siècle dernier, quand les frères Guérini débarquent de leur île de beauté natale, Marseille est la première ville corse de France. Fils de bûcherons, les enfants Guérini, Antoine et Barthélemy, dit Mémé, n'ont pas fui la misère de leur village de Calenzana pour devenir fonctionnaires. Ils sont prêts à tout pour réussir. Leur terrain, ce sera la rue. Ici, on peut toujours compter sur un oncle, un cousin, un ami ou la mafia. Dès les années 30, les Guérini se font un petit nom dans le milieu. Mais ils ne sont pas seuls et ils avancent prudemment. Les maîtres du milieu marseillais, avant l'occupation, mais même jusqu'à la libération, étaient Carbone et Spirito. Alors Carbone et Spirito tenaient un empire gigantesque qui concernait à la fois la prostitution, le trafic de drogue, les machines à sous, les jeux, le racket sur les commerçants, etc. Ils avaient bien voulu faire une petite place aux Guérini. Un accord avait été passé entre les deux familles dans les années 30. Mais les Guérini étaient cantonnés un petit peu à la prostitution. Les Guérini, dans les années 30, c'est avoir quelques filles sur le trottoir. Donc quelques mètres carrés de trottoir dans les rues du Panier et ailleurs. Et puis, quand on commence à avoir un peu d'argent grâce à ces filles, eh bien, on peut s'acheter un premier bar, et puis un deuxième, puis une boîte de nuit. Les Guérini ont leur petit domaine, à la fois géographique et criminel. Avec la bénédiction de Carbone et Spirito, le territoire des Guérini s'étend petit à petit jusqu'au quai de la Joliette, où les dockers et la CGT font la loi. En 1936, partout en France, c'est l'année du Front populaire, des grandes grèves pacifiques et des occupations d'usines. À Marseille, les armateurs voient rouge et cherchent à briser les grèves. Le climat social est explosif, la vie politique confuse, à l'image de ce premier adjoint de la ville, Simon Sabiani, candidat communiste en 1936, qui deviendra férocement fasciste quelques mois plus tard. Parmi leurs électeurs. Dans le Midi, à Marseille, à la recherche de M. Simon Sabiani, député du Grand Port méditerranéen.
pour qui allez-vous voter? Pour Saviani. Entre camps politiques, on ne se fait pas de cadeaux. La lutte n'est pas seulement idéologique. Les candidats ont besoin de matraques pour faire passer leur programme. Mais écoutez, pour cette affaire, il faut revenir me voir. Alors, ce qu'il y a de bien avec Saviani, c'est qu'il affiche ses opinions. Il les affiche même sur les murs, puisqu'il sort une affiche disant « Carbone et Spirito », qui sont deux grands truands marseillais, sont mes amis. Donc s'attaquer à Saviani, ça veut dire s'attaquer à la pègre, ça veut dire qu'il faut être courageux physiquement. Pour qui veut devenir porte-flingue d'un parti, l'époque est au plein emploi. Dans cette atmosphère de militantisme musclé, les frères Guérini, eux aussi, vont devoir choisir un camp politique. Ils choisissent de rejoindre le Parti socialiste et sa figure montante, le jeune avocat Gaston Defferre. Les socialistes, eux aussi, vont s'appuyer sur certains hommes de main. C'est plutôt là la fratrie Guérini. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, chaque défilé politique à Marseille, chaque meeting politique, il y a un vrai risque d'affrontement entre les différents camps. Et pour éviter de se faire déborder par l'autre camp, eh bien, il faut véritablement des hommes de main. Et puis pour les hommes du milieu, avoir, je dirais, un parrain politique, c'est presque avoir une impunité, puisque ce parrain politique pourra intervenir auprès des policiers ou pourra faire en sorte qu'on ferme les yeux sur certaines pratiques et sur certains trafics. Cultivé aux Indes, au Mexique ou... Contrairement à Carbone et Spirito, les Guérini ne touchent pas encore à la drogue. Le trafic d'opium se développe en France, mais ce n'est pas encore un problème de santé publique majeur. D'autant que c'est en Indochine coloniale que se produit légalement ce que l'on fait de mieux. Les Corses sont très bien placés pour en assurer le transport. On peut dire que les Corses ont donné naissance à ce qu'on appelle une diaspora trafiquante. Ce qui n'a rien à voir avec une mafia au sens criminologique du terme. Ce sont plutôt des gens qui se sont répartis sur l'ensemble de la planète, sur les lignes des messageries maritimes. Donc les messageries maritimes allaient vers l'Amérique latine et elles allaient vers l'Extrême-Orient. C'est sur les marchés locaux que naît le trafic secret et considérable des toxicomanes du monde entier. Ce qui n'est encore que le sucre du pavot deviendra l'opium interdit qui représente 99% de la production mondiale d'opium. À peine déchargés sur les quais de Marseille, les pains d'opium sont acheminés dans les fumeries du Vieux-Port ou réexpédiés dans le reste du monde. La drogue devient une affaire très rentable. Les jeunes Guérini sentent bien qu'il y a là un gros potentiel. Mais pour l'heure, Carbone et Spirito sont à la manœuvre, notamment grâce à leur contact aux États-Unis, un certain Lucky Luciano, le parrain de la mafia sicilienne. Dans les rues de New York, à la même époque, Lucky Luciano est déjà une légende. Au milieu des années 30, il est au fait de sa gloire, mène grand train et organise de somptueuses réceptions dans sa suite louée à l'année dans un célèbre palace de la 5e avenue, le Waldorf Astoria. Patron incontesté du milieu, Charles Lucky Luciano a tout juste 34 ans. 25 ans plus tôt, comme 1 million de ses compatriotes, le jeune Salvatore Lucania a fui avec ses parents la misère et les persécutions de sa Sicile natale. Il a 9 ans à peine lorsqu'il découvre la Statue de la Liberté et voit au loin Manhattan et ses rues, qu'il imagine pavées d'or. Enfin, il touche du doigt le rêve américain. Mais très vite, le jeune immigré sicilien se rend compte que le miracle économique n'est en réalité qu'une chimère. Quand il arrive aux États-Unis, Lucky Luciano arrive dans un pays de libéralisme sauvage, ce qu'on appelle le capitalisme sauvage de l'époque, c'est-à-dire où tout est possible. D'une certaine manière, tout est possible, à condition que vous ayez les bons appuis, que vous n'hésitiez pas à avoir des pratiques qui peuvent être douteuses du moment qu'elles sont impressionnantes, qu'elles font peur, que vous arriviez à corrompre les polices, etc. Donc, c'est l'ambiguïté du rêve américain très libéral. Il est un rêve qui est possible pour ceux qui ont, disons, des manières fortes. Salvatore Lucania fait ses armes dans les rues insalubres du Lower East Side. À 11 ans, il gagne ses premiers dollars avec le craps et le racket. À 18, il est arrêté pour deal d'héroïne
En 1925, en pleine prohibition, il n'a pas 30 ans, mais déjà un nom. Il se fait appeler Charles Lucky Luciano. Il apprend très vite et comprend aussi vite que les temps changent et qu'il faut donc que le milieu change lui aussi. Brisant un tabou, il s'associe à Meyer Lansky, le patron de la mafia juive. Il élimine ensuite les chefs des vieilles familles du crime organisé qui ne veulent pas entendre parler de trafic de drogue. Intelligent et sans scrupules, Luciano le réformateur réussit finalement à rassembler tous les clans mafieux des États-Unis. En 1931, il est l'unique patron du syndicat du crime. Cette commission de la mafia avait des départements dirigés par des personnes physiques et ces personnes s'assuraient que tout le monde aux États-Unis, que toutes les familles à New York recevaient une juste part de tous les rackets. Et ça, c'est tout le génie de Lansky et Luciano travaillant ensemble. En fait, ils prennent exemple sur le modèle économique de la compagnie Ford pour organiser le crime, et ils le rendent très efficace. Les toutes premières familles que Luciano a ralliées à son syndicat sont les gangs irlandais et italiens qui dominent le port de New York, le plus actif du monde à cette époque. Le plus dangereux aussi, pour ceux qui ne respectent pas les règles. Le port de New York est la porte d'entrée de l'Amérique. Tout ce qui arrive à New York passe d'une façon ou d'une autre entre les mains de la mafia. Les activités du syndicat du crime sont donc florissantes. Bien sûr, il y a bien quelques arrestations, quelques saisies, mais la drogue et surtout le marché noir d'alcool font la fortune de Luciano et de ses associés. Jusqu'en 1933, année où Roosevelt met fin à la prohibition. Désormais au régime sec, Luciano et Lansky doivent trouver d'autres sources de revenus. Ils vont trouver l'inspiration de l'autre côté du golfe du Mexique, à Cuba. Cuba, c'est l'obsession de Lansky. Il rêve de transformer l'île des Caraïbes en bordel de l'Amérique. Luciano et Lansky connaissent bien les ports cubains, très actifs au temps de la prohibition pour exporter clandestinement du rhum aux États-Unis. Les circuits de distribution sont donc bien rodés. Luciano veut s'en servir pour faire transiter l'héroïne des producteurs français aux consommateurs américains. Lansky, lui, croit plus aux jeux d'argent légaux à Cuba. Il crée de grands hôtels de luxe, des maisons closes et des casinos pour les riches américains qui possèdent sur l'île d'immenses propriétés agricoles et des concessions pétrolières. Cuba a toujours été une grande destination pour les mafieux. Tout était très ouvert là-bas. C'était un endroit super pour s'amuser, y compris pour des gens respectables. On pouvait jouer, on pouvait rencontrer des dames de la nuit sans risquer d'être déshonoré, comme aux États-Unis si vous vous faisiez prendre. Nous sommes en 1934. Les affaires décollent immédiatement. D'autant que le colonel Batista, le nouveau leader du pays, très bien vu par Washington, se révèle très corruptible et très arrangeant. Cuba va devenir l'État mafieux dont rêve Lansky. Batista s'est dit « Ok Lansky, je te laisse faire mais tu me donnes combien en échange ?» Et Lansky lui dit combien il peut lui donner. D'après moi, c'est comme ça que cela s'est passé avec Lansky. Batista s'est dit « Toi, tu me donnes l'opportunité de gagner beaucoup d'argent. » Et Lansky en retour a pensé « C'est bon, on a un pays et on a un président. » Entre le futur dictateur et les gangsters nord-américains, c'est le début d'une longue amitié.
Lansky, c'était le ministre des Finances de la mafia. Il était bon pour gérer l'argent. C'est pour ça que Lucky Luciano l'avait choisi. Quelqu'un lui avait fait la remarque, tu le prends lui, quelqu'un qui n'est même pas italien, qui n'est pas sicilien. Comment tu peux lui faire confiance? Mais il savait qu'il était très doué pour l'argent, et notamment en matière de corruption, de même que pour présenter des offres qu'il était impossible de refuser. Et il a été très facile de s'assurer auprès du gouvernement cubain qu'ils seraient tranquilles pour faire leurs affaires. Aux États-Unis, Luciano et son ministre des Finances sont bien quelques hommes politiques dans leur manche. Mais ils ont aussi un redoutable ennemi, l'ambitieux Thomas Dewey. Le procureur de Manhattan rêve d'un destin présidentiel. Mettre Luciano sous les verrous serait un marchepied décisif dans sa course au pouvoir. Il va réussir à le coincer pour proxénétisme. Le 4 avril 1936, Luciano est déféré devant un tribunal de New York. Le parrain semble à peine s'intéresser au déroulement de son procès. Il a tort. Le verdict tombe. Il est condamné à une peine de 30 à 50 ans d'emprisonnement. Adieu le Waldorf Astoria et les rêves de fortune. Luciano est transféré à la prison de Dannemora, près de la frontière canadienne. Un pénitencier sinistre surnommé la Sibérie. Le parrain délègue ses pouvoirs à Meyer Lansky et Frank Costello. Mais depuis sa cellule, il reste le patron. Le procureur Dewey, lui, savoure sa victoire. Il ne le sait pas encore, mais il n'en a pas fini avec Lucky Luciano. En cette fin des années 30, dans les rues de New York, l'héroïne commence à inquiéter le tout récent Narcotic Bureau. Les États-Unis renforcent leur législation sur les stupéfiants. Des centaines de trafiquants se retrouvent derrière les barreaux. Et un autre poison fait son apparition. Les théories racistes et antisémites traversent l'Atlantique. L'idéologie xénophobe du Bund germano-américain se propage des meetings du Madison Square Garden aux plages de Long Island, où les jeunes Américains adeptes du Troisième Reich paradent dans des camps d'été. Les fascistes et les nazis étaient particulièrement intrépides. Ils avaient des troupes d'assaut qui paradaient à New York et qui attaquaient les Juifs, exactement comme s'ils étaient à Berlin. Il y avait un préjugé antisémite très étendu. Pas forcément haineux, mais profond, très répandu. La grande majorité des Américains ne voulaient pas que leur pays accueille des réfugiés juifs. Sous la pression d'une opinion largement antisémite, le président Roosevelt renonce à accueillir 1 millier de juifs allemands qui fuient le régime nazi à bord du paquebot Saint-Louis. Au mois de juin 1939, le transatlantique est contraint de faire demi-tour et de retourner en Europe. Mais quelques semaines plus tard, le fleuron des paquebots français arrive, lui, sans encombre à New York. Le Normandie rejoint son quai habituel, le Pier 88. Nous sommes le 28 août 1939. Le 1er septembre, 4 jours plus tard, l'Allemagne envahit la Pologne, l'Europe s'embrase. Le 3 septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Mai 1940, après 8 mois de face-à-face, la France est balayée en quelques semaines par les armées allemandes. Des millions de Français prennent le chemin de l'exode. Le 18 juin, le général de Gaulle lance son célèbre appel à la résistance. Très peu de Français l'entendront le jour même à la radio. À Marseille, Gaston Defferre et Mémé Guérini liront son appel à la résistance dans la presse locale le 19 juin, en une du Petit Provençal. Les Guérini et Gaston Defferre ont peut-être déjà quelques idées pour s'associer à ce combat. Chaque famille du milieu continue d'être fidèle à son protecteur. Sabiani incarne la collaboration au cours de la période.
même une collaboration assez ultra. Et donc les Carbone et Spirito le suivent. Les Guerini, ayant servi d'agents électoraux au Parti socialiste avant la guerre, en réalité, vont se retrouver concernés par cette résistance socialiste. D'autant que l'une des idées de Gaston Defferre, c'est de ne pas laisser la résistance armée aux communistes. Et c'est pour ça qu'il va chercher à fonder des milices socialistes, des milices armées. Et évidemment, il va se servir des Guerini pour mener une action armée contre les Allemands. Marseille a beau être en zone non occupée, la ville n'est pas libre pour autant. Dès le mois de juin 40, les autorités de Vichy sont là. Et surtout, il y a les commissions d'armistice italiennes et allemandes qui espionnent tout et tout le monde. Elles répertorient les réseaux gaullistes, fichent les immigrés communistes, les juifs, la pègre internationale, et comprennent très vite que Marseille et la Côte d'Azur représentent un vrai danger, que les maigres troupes concédées à Vichy auront du mal à contenir. Dès septembre, les rapports des commissaires de la Wehrmacht sont sans équivoque. Marseille, Nice et Cannes sont les lieux où se rendent le plus de fugitifs juifs. Aujourd'hui, la Côte d'Azur française est considérée comme le centre le plus important de l'agitation hostile au gouvernement et favorable à l'Angleterre. À Marseille, en 1940, c'est la porte du Sud, de manière générale. Mais là, ça l'est encore plus. C'est-à-dire, c'est le seul port dont on peut partir pour l'Afrique ou pour les Amériques. Puisque Marseille est le seul grand port, à ce moment-là, en zone libre. Ce qui fait que tous les gens qui ont eu des démêlés avec les nazis ou les fascistes vont se retrouver à Marseille. Dans l'ensemble, ça crée un terreau pour la résistance, puisque ces gens-là sont forcément anti-nazis, antifascistes. Cette population nuisible et menaçante déplaît évidemment fortement aux Allemands. Dès 1940, le quartier du Panier est dans la mire du Reich. Bien sûr, c'est un quartier qui est propice pour se planquer. Des résistants qui peuvent aussi faire des réunions. Alors on a des récits de résistants qui tiennent des réunions dans des bordels. Bon, c'était relativement facile, quoi. Tous les échos qu'on a de l'image que les Allemands ont de Marseille, en gros, c'est l'horreur. C'est tout ce qu'ils veulent détruire. Il y aura des textes où ils diront c'est le chancre de l'Europe. Comme partout en France, les Marseillais sont partagés. Maréchalistes et résistants se côtoient dans les boîtes de nuit et les bars de la Pègre. On s'en canaille encore. Histoire de célébrer l'armistice ou d'oublier la honte de la reddition de la France, désormais hors jeu pour le reste du monde. December 29th, 1940, the White House, Washington, D.C. And now, ladies and gentlemen, the President of the United States. We must be the great awesome of democracy for the great material support. Du fond de sa cellule, Luciano écoute l'adresse de Franklin Roosevelt à la nation. Les États-Unis ne veulent pas entrer en guerre. Ils vont se contenter de soutenir les Britanniques. Mais même cela, ils vont le payer. Le 27 octobre 1941, 2 navires de guerre américains sont torpillés par des sous-marins allemands. Roosevelt déclare à la nation que l'Amérique a été attaquée, mais il ne riposte pas encore. Il faudra le 7 décembre 1941 et la destruction de Pearl Harbor par les Japonais pour que les États-Unis entrent en guerre. Lucky Luciano est toujours dans sa cellule, au nord de l'État de New York. Il s'informe, il comprend que l'Amérique va avoir besoin de tout le monde. Il attend, il est sûr qu'une bonne occasion se présentera vite. La ferveur patriotique a été incroyable. À moins que vous ayez vécu à cette époque, je ne vois pas comment je pourrais vous expliquer comment le patriotisme s'est emparé des États-Unis. Les choses ont changé en une nuit. En une nuit.
Une semaine après l'agression japonaise, la marine américaine réquisitionne le Normandie. Avec son ruban bleu, le record de vitesse de traversée de l'Atlantique, il met les côtes anglaises à moins de 4 jours de navigation. Les Coast Guards de la Navy assurent la sécurité du navire, les services secrets redoutent des actes de sabotage. Mais le temps presse. À New York, quai 88, tous les corps de métier travaillent d'arrache-pied à transformer au plus vite le paquebot de croisière en navire de transport de troupes. 15 000 hommes vont s'y entasser. Mais le 9 février, en plein après-midi, un incendie se déclare dans le chantier du Grand Salon. Accident ou sabotage? Très vite, en tout cas, le feu se propage à l'ensemble du navire. Terrifiant désastre, Manhattan étouffe dans la fumée de l'incendie. C'était en direct à la radio, pendant que ça brûlait. Il diffusait en direct depuis la mer. Au début, les gens ont cru que c'était un coup des Allemands, partout dans le pays. Parce que les Allemands coulaient déjà des bateaux le long de nos côtes. La Navy était incapable de contrer l'offensive sous-marine des Allemands. Donc, un sous-marin aurait pu faire surface dans le port de New York et tirer des obus en plein Manhattan. Les services de renseignement n'ont aucune certitude. C'est la panique et la peur qui gouvernent. D'autant qu'en ce tout début 1942, les Allemands et leurs redoutables sous-marins semblent très bien informés. Février 1942. On voit le 2, le 3, le 5, le 6... Il y a vraiment un problème. Comment les Allemands savent aussi précisément quel bateau couler alors qu'il y a tant de navires qui quittent le port? On commence à comprendre qu'il doit y avoir du travail de renseignement, des espions dans le port, qui disent aux Allemands quels bateaux font route vers l'Angleterre ou la Grande-Bretagne avec du matériel pour l'effort de guerre. Au pénitencier de Dannemora, Luciano constate que le poisson est enfin ferré. Il sent qu'on ne va pas tarder à lui demander de remettre de l'ordre sur les quais. Les services secrets deviennent paranoïaques, l'ennemi intérieur et les espions seraient partout. À Long Island, par exemple, où les pêcheurs, souvent d'origine italienne, pourraient bien soutenir les armées de l'Axe et ravitailler en pétrole, en eau et en nourriture les sous-marins allemands. La crainte des services secrets va devenir plus aiguë encore en juin 1942, lorsqu'une équipe de saboteurs allemands débarque sur la plage d'Ammangasset, à 150 km à peine du centre de New York. Pour la première fois depuis le début de la guerre, des nazis mettent les pieds sur le sol américain. 13 juin 1942, déclenchement de l'opération Pastorius. Le sous-marin allemand U-202 Innsbruck s'immobilise à faible profondeur, à une centaine de mètres du rivage. Extrait du journal de bord du capitaine Linder. La côte reste invisible, mais on entend distinctement le ressac. Le canot pneumatique doit se diriger vers la côte. J'ai attaché une corde pour le remonter ensuite à bord. Le bateau est à l'eau. À bord, un commando de 4 hommes. Des experts en sabotage et leur matériel. Leur mission, faire sauter des objectifs stratégiques. Le barrage hydroélectrique des chutes du Niagara, des usines d'armement, des ponts de chemin de fer, des gares, partout dans le pays. Ce jour-là, 8 espions débarquent sur le sol américain. Une équipe dans le nord, à Long Island, et une autre en Floride. Mais l'opération Pastorius est un échec. Avant d'avoir atteint le moindre objectif, 2 des saboteurs allemands se rendent au FBI et dénoncent leurs complices, qui seront exécutés. Mais l'Amérique a définitivement compris qu'elle est vulnérable. Les services secrets paniquent. Il faut sécuriser les côtes et avant tout la porte d'entrée de l'Amérique, le port de New York. Et ça, à n'importe quel prix. Dans l'idée de créer un réseau le long des côtes pour repérer les espions allemands et éviter les sabotages industriels, les militaires ont dû s'appuyer sur un réseau qui était déjà actif et ce système en place était largement contrôlé par la mafia. La mafia italienne
qui contrôlait beaucoup de directions syndicales. Et on leur a donné un nom, Sox Lanza, un Italien de New York. Et Lanza leur a dit « Oui, bien sûr, je serais heureux de vous aider. Nous sommes des criminels, mais patriotes, et nous allons aider les États-Unis. » Mais il leur a dit aussi « Dites au gouvernement que pour ça, nous aurons besoin de l'accord de Lucky Luciano. » Tout se met en place pour que les États-Unis d'Amérique passent un pacte avec le diable. Le 11 novembre 1942, les armées allemandes et italiennes franchissent la zone de démarcation qui coupe la France en deux et entrent en zone libre. L'ordre a été donné de Berlin en représailles au débarquement allié en Afrique du Nord. Le Führer a ordonné le déclenchement de l'opération Anton le 11 novembre 1942 à 7h10. Le même déclenchement est convenu avec l'Italie. L'objectif de l'invasion est de protéger le pays et la population contre une frappe ennemie. Les armées de l'Axe craignent un débarquement allié en Provence. Le 13 novembre, Marseille est occupée par les soldats du Reich. Le port est désormais sous la botte allemande. Pour Carbone et Spirito, comme pour les Guerini, il va falloir choisir son camp. Carbone et Spirito, les parrains d'avant-guerre, maintiennent leur alliance avec Simon Saviani. Ils choisissent la collaboration. Les Guerini, eux, restent fidèles à Gaston Deffer. À partir du moment donc, où les Allemands s'installent à Marseille, eh bien, Carbone et Spirito vont devenir, là c'est quelque chose d'assez classique, on voit aussi à Paris avec la Gestapo française, deviennent des hommes de main des Allemands. Ils font à la fois des trafics pour le compte de l'occupant et puis, à l'occasion, ils peuvent aussi servir pour des activités de renseignement. Les Guerini, eux, ils ont une position un peu plus complexe, plus diversifiée. Ils sont peut-être plus prudents. Et puis le fait qu'il y ait 8 frères et sœurs permet peut-être à certains de collaborer et à d'autres de travailler avec la résistance. Donc c'est ce qui va se passer. À Marseille, la présence des Allemands pénalise les activités de la pègre, en dehors bien sûr de celles de leurs amis Carbone et Spirito. Les Guerini et quelques familles du milieu s'en agacent. D'après la légende, ils auraient voulu créer un véritable maquis noir. Fin 1942, une centaine de truands se seraient donné rendez-vous dans une auberge isolée de l'étang de Berre, sous le haut patronage des Guerini, afin d'organiser l'insurrection de la pègre. Il n'existe aucune preuve de cette réunion. Mais à partir du mois de novembre 1942, la résistance déclenche ses premières opérations à Marseille, avec le soutien tacite de la pègre, voire plus. Les mouvements de résistance qui vont se créer sont des mouvements clandestins. Quand on est clandestin, on va faire des activités forcément illégales. On peut faire du trafic d'or, fausse monnaie, trafic de faux papiers, faire sortir des gens clandestinement. Donc à qui on s'adresse dans ces cas-là? On s'adresse à la pègre. Forcément celle qui est la mieux placée, qui a l'habitude à ce moment-là. Au cours des semaines qui suivent l'installation des Allemands à Marseille, on a quasiment chaque semaine un attentat. Alors un attentat qui va viser par exemple un restaurant ou un hôtel fréquenté par les Allemands. Certaines bombes également explosent dans des maisons closes fréquentées par les Allemands. En prévision d'un débarquement allié qu'ils imaginent imminent et en dépit des actions menées par les résistants et les voyous, les Allemands poursuivent la construction d'un mur de la Méditerranée. Les pièces d'artillerie sont pointées vers le large, mais la Wehrmacht redoute également les foyers d'agitation sur ses arrières, notamment dans le quartier du Panier. La situation inquiète jusqu'aux plus hauts dignitaires du Troisième Reich. Le chancelier Hitler en personne se dit préoccupé. Il somme Karl Oberg, le chef de la Gestapo en France, de faire le ménage dans la cité phocéenne. Le 3 janvier, l'hôtel Splendide accueille une réunion de l'état-major allemand à Marseille. Hélène Tesch, une résistante des francs-tireurs partisans, dissimule des explosifs dans un landau. Arrivée sous les fenêtres de la salle de réunion, elle les jette. L'attentat fera 2 morts. Les Allemands sont fous de rage.
Le 4 janvier 1943, le chef de la SS, Heinrich Himmler, exige d'Oberg une intervention sans compromis et des plus radicales. 2 jours plus tard, Oberg est à Marseille. L'état de siège est décrété, les Allemands peaufinent leur plan, mais c'est Himmler qui fixe les objectifs dans cet ordre du 18 janvier. Premièrement, arrestation des grandes masses criminelles de Marseille et leur déportation en camps de concentration, de préférence en Allemagne. Je me représente un chiffre d'environ 100 000 personnes. Deuxièmement, dynamitage radical du quartier de la Pègre. Troisièmement, la police française et la garde mobile doivent s'investir le plus possible dans cette opération. La porcherie marseillaise est une porcherie française. L'ordre est clair, il s'agit de faire place nette. Tout sourire, René Bousquet, le secrétaire général de la police de Vichy, est venu s'assurer de la bonne collaboration des 12 000 policiers français réquisitionnés pour l'occasion. On veut faire peur aux Marseillais, pour dire maintenant c'est nous qui décidons. Et puis il y a aussi le fait d'avoir le maximum de déportations, parce que c'est le moment où on intensifie les déportations d'extermination, la Shoah. Donc là, on se dit, dans ce quartier-là, il y a beaucoup de métèques de juifs à déporter et à envoyer en Allemagne. La rafle du Vieux-Port, baptisée par les Allemands Opération Sultan, se déroule le week-end du 22 au 24 janvier 1943. 25 000 personnes sont expulsées, 6 000 d'entre elles sont arrêtées. René Bousquet va proposer d'élargir le périmètre des rafles. C'est en disant les indésirables, il n'y en a pas uniquement dans ce quartier-là, il y en a dans l'ensemble de la ville. Ce qui fait qu'on voit très bien dans les communiqués de presse, en disant, voilà, ce sont les autorités françaises qui raflent. Ce sont les Allemands qui détruisent. Au total, à Marseille, la police française va déporter 1642 juifs. 782 d'entre eux seront exterminés dans le camp polonais de Sobibor. Très peu reviendront des autres camps. Le 1er février 1943, les soldats allemands du génie placent des explosifs. En 15 jours, 1500 immeubles sont rasés. Mi-février, le quartier du Vieux-Port n'est plus qu'un immense tas de ruines. Alliés de la Gestapo, Carbone et Spirito participent aux rafles et dénoncent les réfractaires au STO, le service du travail obligatoire. Pour les gangsters collabos, la période de l'occupation est un âge d'or. Les Guérini, eux, sont arrêtés par la police vichiste. Mais dans ce rapport de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mémé est simplement décrit comme un souteneur notoire, un indésirable, pas un résistant. Il échappe donc au pire. Le 8 février 1943, Mémé et ses frères sont assignés à résidence dans leur village corse de Calenzana. À New York, la menace des U-boats allemands terrorise la population. On jure avoir vu des périscopes dans l'East River. Les services de renseignement américains sont sur les dents. Ils se résignent à demander l'aide de la mafia pour sécuriser les côtes et le port de New York. Mais l'opération doit évidemment rester strictement confidentielle. Dans le plus grand secret, un homme des services, le colonel Gurfein, entre en contact avec Joe Sox Lanza, le patron du Fulton Fish Market de Manhattan. C'est lui qui contrôle les syndicats de marins, de dockers et de pêcheurs sur le littoral nord-atlantique. Sox Lanza est un habitué des tribunaux du district sud. Il a un excellent avocat, maître Guerin. Lanza et son avocat vont jouer les intermédiaires entre les services secrets du colonel Gurfein et la pègre new-yorkaise. L'opération, baptisée Underworld, sera rendue publique après-guerre dans un rapport fédéral.
Dans le courant de la journée, Maître Goering et le colonel Garfein ont organisé une rencontre avec Lanza à 11h30 à l'angle de la 103e rue et de Broadway. Très peu de temps après, le colonel Garfein est arrivé en taxi. Il a ouvert la porte et leur a fait signe de monter. Ils sont repartis vers la 135e rue et Riverside Park. Et ils ont tenu une conférence sur un banc du parc qui a duré de 45 minutes à 1 heure. En échange de la clémence des tribunaux, Lanza accepte le marché. Il permet aux agents des services secrets d'infiltrer les syndicats de marins, les marchés, les bateaux, les quais. Mais l'influence de Lanza s'arrête là. Après plusieurs semaines de bons et loyaux services, il sent que la situation est mûre et qu'il est temps de passer à l'offensive. Lanza devait aider à faire sortir de l'information dans sa zone d'influence, c'est-à-dire le marché aux poissons de Manhattan. Lanza savait qu'il ne pourrait pas accomplir sa mission au-delà sans que l'assistance de Luciano ne soit assurée. Et que pour obtenir de l'information dans les autres parties de la ville, il fallait que Luciano entre dans la danse. Il obtiendrait alors toutes les coopérations qu'il voulait dans les autres secteurs de la ville de New York. Le message est clair, c'est désormais avec Luciano en personne qu'il faut négocier. Le gouvernement, d'après cette enquête, admet qu'il est à la recherche d'une relation de travail avec le monde souterrain, l'underworld, comme il disait, et qu'ils avaient besoin de Lucky Luciano. En prison, il était toujours considéré comme le patron de la mafia de New York. Ils ont bien compris que depuis sa cellule, Luciano contrôlait toujours l'underworld. D'un autre côté, Lucky Luciano avait grand intérêt à se mettre à leur disposition. Il voulait évidemment gagner sa liberté. Il était en prison et il voulait en sortir. Luciano a encore plus de 40 ans de prison à faire, il est loin d'être libre. Mais le 12 mai 1942, il quitte le pénitencier de Dannemora pour une prison plus proche de New York. Il ne sait pas encore que le gouvernement a besoin de son aide. C'est son ami Meyer Lansky qui va le lui révéler quelques jours plus tard, lorsqu'il lui rendra visite pour la toute première fois au pénitencier de Great Meadow. Une fois que ceci a été fait, tout le monde dans la mafia a été informé qu'un marché avait été conclu. Et jusqu'à la fin de la guerre, de bien des façons, la mafia a travaillé du côté de la loi et avec des organismes de sécurité militaire. Et de bien des façons aussi, elle a été protégée d'un certain nombre de poursuites. À partir de juin 1942, toute la pègre new-yorkaise défile dans la cellule de Luciano, où le boss donne ses instructions. En contrepartie, il espère bien sûr sa libération anticipée. Les autorités américaines vont continuer à dérouler la plotte. Puisque la mafia sicilienne collabore si volontiers, elle est mise à contribution pour préparer la première opération militaire d'envergure en Europe, l'invasion de la Sicile. 10 juillet 1943, les Alliés y débarquent. 160 000 hommes, 4 200 avions, 3 000 navires, c'est le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Le Troisième Reich, pris en étau entre les Russes à l'est et les forces alliées dans le sud de l'Europe, ne se relèvera pas. Les stratèges alliés ont préparé l'opération Husky dans le plus grand secret, avec la bénédiction de Luciano et l'aide des mafieux siciliens aux États-Unis. Ils ont fourni à l'OSS, l'ancêtre de la CIA, renseignements et contacts en Sicile. Des lieux de débarquement possibles, la géographie des côtes et surtout les noms d'hommes de confiance qui pourraient faire de bons administrateurs des territoires libérés. Les Américains ont nommé à la tête des villages, et parfois même de grandes villes comme à Palerme, eh bien, des représentants de la mafia ou des hommes de main ou des hommes de paille de la mafia, en le sachant pertinemment. La légende dit même que les véhicules alliés ont débarqué sur l'île avec un beau fanion sur leurs antennes, un grand L noir sur fond jaune. L comme Luciano.
Tout cela relève évidemment de ce mythe que cherche à se créer la mafia pour dire « nous avons été parmi les libérateurs de l'Italie, donc on ne peut pas complètement nous écarter du jeu. Nous sommes des personnages très importants, nous avons contribué à la liberté retrouvée en Italie ». Donc ça a contribué évidemment à enjoliver son rôle et à la rendre très puissante. Et elle en a beaucoup joué après-guerre. Assigné à résidence en Corse en février 1943, Mémé n'a pas fait de vieux os dans l'île de Beauté. Il est rentré clandestinement à Marseille, où la résistance monte en puissance. Mémé Guérini l'a rejoint, aux côtés des milices socialistes créées par Gaston Defferre. Pas un document n'atteste de la date de son engagement, mais l'alliance Guérini-Defferre se renforce pendant la guerre. Après l'invasion de la Sicile et la défaite allemande à Stalingrad, François Spirito et Simon Sabiani sentent le vent tourner. Ils s'enfuient en Amérique du Sud. Carbone, lui, est tué lors du sabotage d'un train par les résistants. À Marseille, l'empire des anciens parrains se délite. Les Guérini n'en profitent pas encore. Les Allemands sont toujours là, solidement installés. Il faudra encore plus d'1 an avant qu'ils ne partent. Plus d'1 an et un nouveau débarquement allié en Provence, cette fois le 15 août 1944. Au lendemain du débarquement allié en Provence, le 15 août 1944, une grève générale est décrétée dans Marseille. Les syndicats qui s'étaient reconstruits dans la clandestinité sont très puissants et du coup la ville se soulève. Voilà. Et donc la ville va être libérée par ce soulèvement qui va être concomitant avec l'arrivée bien sûr des Alliés, notamment de l'armée française du général Montsabert. Le général de Montsabert reconnaît au passage ceux qui ont vécu à ses côtés d'autres heures glorieuses. Le 28 août, Marseille en révolte acclame Gires, Goumier marocain, FFI et aussi les héros de la pègre, tous ces combattants qui signent sa libération définitive. Mémé Guérini aurait descendu la Canebière juché sur un char américain. Désormais, le caïd corse, lui aussi, construit sa légende. Il y a des activités de résistance qui sont certaines. Il a combattu notamment pour la libération de Marseille en août 1944. Tout le problème de cette période, c'est que on pouvait tout à fait faire des activités de résistance et aussi faire des trafics. C'est une période complexe, effectivement, où il est finalement assez facile de jouer sur tous les tableaux, surtout lorsqu'on est habitué à naviguer dans des milieux clandestins. Marseille est libérée, mais Marseille meurt de faim. La question du ravitaillement est devenue une des plus épineuses. Le port est impraticable, les Allemands l'ont totalement détruit avant de battre en retraite. La population s'agite et la situation sociale devient critique. La période de la libération est une période d'incertitude totale, puisqu'on ne sait pas vers quel pouvoir va déboucher la fin de l'occupation allemande. Et là, il y a une vraie concurrence, notamment entre communistes et socialistes à Marseille, pour savoir qui va s'imposer, qui va l'emporter. C'est Raymond Aubrac qui va trancher. Nommé par De Gaulle commissaire de la République, Aubrac donne provisoirement les clés de la ville à Gaston Defferre, tout auréolé de son action de résistant au sein du réseau Brutus. Pour les Guérini, c'est une excellente nouvelle. Leur protecteur a désormais tous les pouvoirs et les caïds corses vont avoir leurs entrées à la mairie. Les liens qui se sont tissés entre certains résistants et certaines filières mafieuses sous l'occupation profitent à ces filières mafieuses à la libération, puisque à partir du moment où elles ont aidé la résistance, ça leur donne une certaine dimension patriotique, ça leur donne une certaine impunité. Pour certains, ces amitiés nouées à ce moment-là vont continuer, parce qu'il y a aussi des risques pris en commun, hein, forcément, hein, contre un occupant qui quand même est terrible. Les 11 000 prisonniers de la Wehrmacht sont immédiatement mis au travail pour reconstruire le premier port de France. C'est vital pour l'Europe
mais surtout pour les Américains. Leur 7e armée, stationnée en Provence, compte 100 000 hommes qu'il faut ravitailler. C'est une manne inespérée pour la pègre corse. D'abord parce qu'il y a des bars, il y a des prostituées. Les marins, les militaires américains viennent là et il y a un marché noir qui se développe. Et ensuite, évidemment, les Guérini comme étant les principaux organisateurs et les principales figures de cette pègre corse qui, dès 1945, maîtrise un certain nombre de marché noir de cigarettes, marché noir d'essence, marché noir... et puis la prostitution, évidemment, parce que c'est un marché en pleine expansion. Les affaires reprennent enfin pour les Guérini. Ils se sont appropriés l'ancien empire de Carbone et Spirito disparu dans la débâcle allemande. Les parrains corses sont les seuls maîtres des docks, source de tous les trafics. Les services secrets américains s'en inquiètent. En avril 1945, les agents de l'OSS en France décrivent l'importance du marché noir à Marseille et l'emprise des truands locaux. Le trafic est tel qu'il n'y a pratiquement pas une famille à Marseille sans réserve de produits américains. Le prix des boîtes varie entre 150 et 600 francs. Marseille était l'une des villes en France où les prix du marché noir étaient les plus élevés, ce qui explique aussi d'ailleurs pourquoi toute une partie du milieu marseillais, à un moment donné, préfère presque abandonner des activités traditionnelles comme la prostitution, le trafic de drogue, pour tout simplement se livrer à des trafics alimentaires qui étaient très rémunérateurs. Donc ce rationnement, ces restrictions alimentaires pèsent aussi considérablement dans les difficultés de Marseille dans l'après-guerre. Le 13 mai 1945, dans le quartier du Panier, on se ferait un chemin à travers les ruines pour se rendre au bureau de vote. 5 jours après la capitulation allemande, c'est le second tour des élections municipales. Pour la première fois, les femmes votent en France. À Marseille, Gaston Defferre est élu de justesse à la mairie. Mais son rival, le Parti communiste, est devenu le plus grand parti de France. Du coup, la CGT retrouve sa puissance d'avant-guerre et sa mainmise sur le port. Defferre n'a pas les coups des franches et ça se complique pour les Guérini. Début 1946, le gouvernement américain honore ses engagements. La justice est sommée de libérer Lucky Luciano. Thomas Dewey, devenu gouverneur, est furieux. Mais il n'a pas dit son dernier mot. La loi prévoit l'expulsion des délinquants étrangers au terme de leur peine et Luciano n'a jamais demandé la citoyenneté américaine. Dewey va se faire un malin plaisir d'appliquer la loi. Luciano sera bien libéré, mais il est banni à jamais des États-Unis. Le parrain est expulsé le 9 février 1946, direction l'Italie. Il a le sentiment d'être traité comme un vulgaire indésirable, lui qui se considère plutôt comme un héros de l'Amérique. Son retour en Italie, il l'a au départ extrêmement mal vécu. Faut bien comprendre qu'à l'époque, en plus, l'Italie est un pays à genoux. On est dans l'immédiate après-guerre. Il n'y a pas énormément de demandes en ce qui concerne notamment la drogue. Donc il est très mécontent. Et là, il se dit qu'il va essayer de remonter toute une filière de trafic de drogue. Mais c'est très compliqué. Et il n'aura jamais la possibilité de mettre en place ce qu'il avait réussi aux États-Unis, c'est-à-dire à constituer une véritable structure mafieuse globale, si vous voulez. Depuis l'Italie, Luciano reste en contact avec ses complices restés aux États-Unis. Meyer Lansky vit désormais en Floride, où il continue à investir dans les casinos. Luciano ne tient pas en place. Il ne veut plus retourner en Amérique, mais rien ne l'empêche de piloter son empire depuis l'étranger. En décembre 1946, il s'envole à bord d'un Constellation et retourne à Cuba. Il va retrouver son ministre des Finances, avec lequel il a de grands projets. Pendant le voyage, Luciano peaufine son plan. Il a convoqué tout son état-major dans le somptueux hôtel national à La Havane. Lansky est aux anges, son rêve cubain prend de l'ampleur. Lansky avait déjà développé Cuba avant la guerre. Pendant la guerre, ils n'ont rien pu faire à cause des restrictions sur les voyages. Mais ensuite, il en fait un endroit lucratif pour le crime organisé, pour la mafia. Et Luciano décide de s'en servir comme base.
C'était très facile. Les choses arrivaient ici par le port. Ils n'avaient de compte à rendre à personne. Le port leur appartenait. La drogue arrivait, ils allaient la chercher et ils la renvoyaient. Il n'y avait aucun problème. Tout était contrôlé, vous comprenez ? Non, ils étaient protégés. Ils n'avaient rien à craindre parce qu'ils étaient protégés par la plus haute figure, le président ou le tyran. Le tyran disait qu'il fallait les protéger et il disait au chef de la police, ces gens sont intouchables. Du 22 au 26 décembre 1946, les 2 derniers étages de l'Hôtel National sont interdits au public. Une vingtaine de mafieux débarquent des 4 coins des États-Unis. La presse baptise cette réunion le Congrès de la Havane. À huis clos, les gangsters américains se partagent le gâteau cubain et définissent un nouvel objectif. Ce sera l'héroïne. À ce sommet auquel ont assisté Vito Genovese et Trafficante, Frank Sinatra se chargeant de la partie détente, toute la commission de la mafia mise en place dans les années 30 a été reconstituée. Les franchises sur les narcotiques ont été partagées et il a été bien noté que Santo Trafficante de Tampa, en Floride, serait habilité à gérer les casinos à la Havane et qu'il serait en charge du trafic d'héroïne depuis Cuba vers la Floride. À la Havane, en 1947, ce genre d'arrangement a été fait à travers tout le pays à la plus grande satisfaction de tous, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'affrontements internes à la mafia. C'est un moment très important. Le résultat ne se fait pas attendre. Début 1947, aux États-Unis, les enquêteurs du Narcotic Bureau saisissent une livraison d'héroïne venue d'Europe via Cuba pour une valeur de $250 000. C'est la première de cette importance. Pour les autorités américaines, qui n'ont plus de tête morale vis-à-vis de Luciano et qui le filent dans tous ses déplacements, pas de doute, c'est lui qui a monté le coup. Cette fois-ci, son ami le dictateur Batista lui-même ne pourra rien face à la pression des États-Unis. Sous la menace d'un embargo tant que Luciano demeurera à Cuba, il le fait arrêter. 1 an, presque jour pour jour après avoir quitté New York, Luciano est une nouvelle fois expulsé en Italie. De retour en Europe, on le conduit en Sicile. C'est de sa terre natale qu'il lui faudra organiser l'acheminement de l'héroïne vers l'Amérique, via notamment l'île de Cuba. Mais il doit trouver des fournisseurs sérieux pour alimenter sa filière, et pour cela, il sait depuis des années que le choix n'est pas infini. Ceux qui sont vraiment les plus puissants dans le trafic de drogue, ce sont les Corses. Ces Corses sont devenus les véritables spécialistes du trafic de l'opium, et surtout de transformation de l'opium en morphine base, et surtout de la morphine base en héroïne 4, qui est considérée comme la plus sophistiquée, la meilleure. Bien. Et ça, les mafieux siciliens à l'époque sont incapables de le faire. Donc à ce moment-là, Luciano, pour des raisons purement instrumentales, décide de passer des accords avec les Corses. Et il y a une sorte de joint venture entre les organisations corses et l'organisation de Lucky Luciano. À Marseille, les GIs en goguette semblent avoir déjà oublié les années de guerre contre le nazisme. Mais aux yeux de leurs supérieurs, une autre idéologie menace le monde occidental, le communisme. Or, le port de Marseille doit servir de tête de pont au grand plan américain de reconstruction de l'Europe, le plan Marshall, un plan que rejette Staline et le Parti communiste français, très puissant après-guerre, notamment à Marseille. Dès 1947, des agents de renseignement américains s'installent en Provence pour assurer la bonne marche du plan Marshall. Désormais, Marseille-la-Rouge est sous haute surveillance. La guerre froide a commencé. Marseille devient un enjeu très important pour les Américains, pour la CIA. Il faut empêcher une mainmise communiste sur le port de Marseille. Et pour ça, ils vont s'appuyer sur un personnage qui s'appelle Ferry Pisani à Marseille, qui est un syndicaliste anticommuniste. Ils vont aider la naissance de son syndicat de dockers, Force ouvrière. Et puis ils vont s'appuyer aussi sur la pègre corse qui tient à Marseille, parce que Ferry Pisani est un Corse et il connaît bien les gens de la pègre. Et donc les Guérini vont donner des coups de main pour dégager la CGT, pour casser les grèves, etc.
L'homme que les Américains ont choisi pour mener la lutte anticommuniste en Europe s'appelle Irving Brown. Officiellement, c'est le représentant de l'AFL-CIO, un grand syndicat américain. En sous-main, c'est un agent de la CIA. Pour contrer la CGT, l'argent américain coule à flot. Il va financer la création de forces ouvrières pour briser l'influence de la CGT sur les quais du port. En novembre 1947, la France est secouée par une vague de grève. À Marseille, l'arrestation de militants de la CGT provoque de graves incidents. Les désordres qui ont eu Marseille pour théâtre ont surtout revêtu un caractère de gravité parce que le sang a coulé. Il y a eu mort d'hommes dans un décor de saccage et de violence, les manifestants ayant tourné leur colère contre un certain nombre d'établissements de luxe et de plaisir. C'est au cours des attaques effectuées sur l'une de ces boîtes de nuit que le jeune Voulant fut tué d'un coup de feu. Attaqués sur leur territoire, les truands ripostent. Mémé Guérini est accusé du meurtre. Mais tous les témoins vont se rétracter. Il n'y aura jamais de procès. Ça crée tout de suite un émoi considérable dans la ville. On accuse la pègre corse d'être à la solde du pouvoir. Les communistes s'en prennent au gouvernement et à l'Assemblée nationale. On prend à partie Gaston Defferre, député de Marseille, en lui disant « Vous êtes le complice des Guérini, vous les connaissez si bien et ce sont vos hommes de main ». Et dans un accent de mensonge incroyable, Gaston Defferre dit à la tribune de l'Assemblée nationale « Mais moi, les Guérini, je ne les connais pas, je serais incapable de les reconnaître dans la rue ». C'est évidemment un mensonge terrible. Lâchés publiquement, les Guérini vont se rapprocher d'autres protecteurs. Pierre Ferry-Pisani, le patron de Force ouvrière, et Irving Brown, l'agent de la CIA. Pour la pègre corse, l'horizon est clair, des quais de Marseille au dock de New York. Les Guérini ont établi leur quartier général dans un hôtel du Vieux-Port. Les frères corses sont désormais les juges de paix du milieu. Ils n'ont plus à se salir les mains. La diaspora corse, répartie sur toute la planète, assure la production, le transport et la distribution de l'héroïne en direction notamment des États-Unis. C'est le début de la French Connection. Dans les années 50, à Marseille, la CIA n'a qu'une obsession, la lutte contre les communistes. Tout comme la police française, elle ferme les yeux sur tous les trafics. L'héroïne peut inonder l'Amérique. Mais Washington s'inquiète et le Narcotic Bureau décide d'envoyer un agent enquêter en Sicile et à Marseille. Charles Siragusa va très vite comprendre ce qui se joue dans le grand port méditerranéen. Il y a plus de trafiquants par mètre carré et par habitant à Marseille que n'importe où en France. Presque tous les trafiquants corses ont démarré comme simples matelots. Ils ont trafiqué l'opium, la morphine base et l'héroïne de Beyrouth et d'Indochine jusqu'à Marseille. Ils ont des bons réseaux internationaux. Les Corses de Marseille et de Paris fournissent les Corses de New York par l'intermédiaire des marins corses. Pour eux, tout est lié. C'est vraiment la filière corse. Siragusa réalise que tout est en place pour que le trafic prenne des dimensions industrielles. Au mois d'avril 1951, une importante saisie va lui donner raison. Dans l'étrave du Champollion, un navire des messageries maritimes en provenance de Beyrouth, les douaniers marseillais récupèrent 300 kilos d'opium, record du monde à l'époque. Mais Siragusa ne saura jamais tout. Pourquoi et comment les bandits de Marseille et de New York ont réussi à faire fructifier leur choix patriotique? Comment ces grands truands ont gagné leur impunité grâce à des alliances contre nature? Anti-nazis, puis anticommunistes, puis richissimes trafiquants. Ces sales petits secrets resteront tapis dans les coulisses du pouvoir. Je ne sais pas si on peut dire que le gouvernement a eu l'intention de défendre les intérêts des trafiquants de drogue, mais en demandant l'aide de la mafia corse et sicilienne contre les communistes, ils les ont certainement aidés à travailler ensemble. Personne ne sait si les parrains corses et leurs cousins siciliens se sont jamais rencontrés. Mais ce qui est sûr, c'est que leurs petites mains se sont longuement fréquentées. La French Connection va fonctionner pendant 20 ans. Les laboratoires clandestins de Marseille livreront 80% de l'héroïne injectée dans les veines américaines.
1959, Fidel Castro balaie les rêves de fortune de Lansky à Cuba. Le ministre des Finances du syndicat du crime demandera asile à Israël. En vain, il mourra en Floride. Antoine Guérini est assassiné en 1964. Mémé passe quelques années à l'ombre et finit paisiblement ses jours sous le soleil de Méditerranée sans rien révéler de ses secrets. Lucky Luciano meurt d'une crise cardiaque à Naples en 62, mais il repose pour l'éternité dans un cimetière du Queens, à New York. Dans son testament, il affirme qu'à l'hiver 42, du fond de sa cellule de Dalles-les-Morin, il a donné l'ordre à ses hommes d'incendier le Normandie. Un plan machiavélique pour contraindre les autorités américaines à demander son aide et à le libérer de prison. Mensonge? Peut-être. Personne ne le saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que ce diable de Sicilien aurait bien été capable de tout prévoir.